continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Alerte au débordement du fleuve Mono. Les pluies intenses et la libération des eaux du barrage Nagbetor ont gonflé les eaux du fleuve. Le préfet du département est descendu à Atiémé, commune à risque. Les femmes enceintes et celles allaitantes peuvent-elles recevoir les vaccins anti-Covid ? Question comme bien d'autres qui taraudent les citoyens face aux informations toxiques. À suivre les réponses du ministre de la Santé. Match nul à Cotonou entre le Bénin et la République démocratique. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Allons pour commencer sur les traces d'un important corps intermédiaire de la République. De temps en temps, ils sortent du palais des gouverneurs à Porto Novo pour aller contrôler l'action gouvernementale. Ce sont les députés. Une délégation était en mission d'évaluation de l'offre de soins de quelques hôpitaux de référence. L'hôpital de zone de Lokossa et le centre hospitalier départemental Serge Desou. Les constats de leur contrôle direct seront consignés dans un rapport de travail avec le gouvernement. Mais en voici quelques images dans le reportage de Nathalie Doris-Orolabi. Contrôle de l'action gouvernementale. La 8e législature entend en faire son cheval de bataille. D'où cette mission qui intervient après une formation théorique en la matière par la fiche d'évaluation citoyenne. Dirigée par le deuxième vice-président de l'Assemblée, Dakbe Sossou, une délégation de 11 députés a sillonné l'hôpital de zone de Lokossa. À l'issue des travaux, un comité de suivi a été mis en place. Il se chargera notamment de la gestion des recommandations formulées. Votre fonction n'est pas de vous substituer à ceux-là, aux responsables de l'hôpital. C'est pour compléter. C'est pour leur apporter des éclairages en temps de besoin. Même exercice du côté d'Abomey au centre hospitalier départemental du Zou, avec un autre groupe de 12 députés. À sa tête, le premier questeur de l'Assemblée, Boniface Yepouitoumé. L'objectif de la mission, c'est de constater ce qui se passe et voir dans quelles conditions améliorer ce qui se passe au niveau du centre pour le mieux-être de nos populations. Des efforts sont faits, mais nous devons faire des recommandations à l'endroit aussi bien du Parlement, de l'exécutif, que même des responsables du centre pour que les conditions puissent être véritablement améliorées. Pour la réussite de cette mission, les députés se sont fait accompagner des cadres de l'unité d'analyse, de contrôle et de l'évaluation du budget de l'État UNASEB, de même que ceux du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et de la reddition des comptes par JRC2 du PNUD. Recommandée par ces temps de résurgence Covid-19 au Bénin, la vaccination est-elle sans risque pour les femmes enceintes et celles qui allaitent ? Question cruciale posée au ministre de la Santé lors de la conférence de presse post-Conseil des ministres animée avec le porte-parole du gouvernement. Benjamin Rompatin répond ici au micro de Marcel Arossi, Jean Nombima et Daniel Ada. Quand vous regardez bien la notice des vaccins, et c'est le cas pour plusieurs médicaments, ce n'est pas exceptionnel, c'est habituel. Si vous faites l'expérience, prenez des notices de médicaments, vous allez regarder. On vous mettra qu'il faut l'administrer lorsque la balance pèse plus par rapport
aux bénéfices qu'on en récolte que par rapport aux risques. En un mot, lorsque la personne ne le fait pas et risque de mourir de la maladie, il vaut mieux le lui faire. J'ai eu l'amertume de vivre en direct à Alada, à moins d'une dizaine de jours, le décès de 4 femmes enceintes. 4 femmes enceintes. Parce que la grossesse, en fait, constitue un facteur encore qui fragilise, qui expose encore un peu plus la femme à développer des complications liées à la Covid. Dans ces cas-là, je pense que cela va de soi, que cette recommandation qui est mise dans la notice des vaccins ne peut que peser en faveur de la vaccination des femmes enceintes. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous vaccinons les femmes enceintes. Il en est de même pour les femmes allaitantes. Donc il n'y a pas de contre-indication à ce que les femmes enceintes et les femmes allaitantes soient vaccinées. Question santé toujours, mais cette fois-ci au bout de la dictature des canons de la beauté. Grossir les fesses, gonfler les seins, avoir une peau attrayante la plus claire possible. Obsession de bien de femmes, voire d'hommes, qui utilisent et abusent de produits cosmétiques fabriqués avec des ingrédients de fortune, bien souvent au mépris des conséquences parfois tragiques pour la peau, mais également pour bien d'autres organes sensibles. Le reportage qui suit est signé Florence Bossa et nous plonge dans un univers du cosmétique local et ses dérivés. Il est présenté par Marcela Rossi. Sur le fleuve Mono, la hauteur de l'eau relevée a atteint un seuil critique. 7 mètres sur l'échelle de lecture. L'alerte est au rouge, mais la situation reste sous contrôle, constate l'autorité préfectorale. Nous avons au moins 4 piézomètres ici et 3 sont dans l'eau. Nous sommes déjà à 7 mètres de hauteur, c'est la lettre rouge chez nous. Mais à grande satisfaction, nous avons noté que comparativement aux années antérieures, où à ce même niveau d'eau, il y avait déjà inondation dans certains villages, en l'occurrence le village de Lonou, que nous avons pris comme un indicateur et qui, à ce niveau d'eau, devait déjà submerger. Et à notre grande satisfaction, nous avons noté quand même que la situation reste encore sous contrôle. Ce n'est pas un fait nouveau. Plusieurs localités d'Atiémé, commune riveraine du fleuve Mono, sont inondées. À Taoublo, les informations que nous avons eues font état de ce que ce village est pratiquement dans l'eau. Et à côté de ce village, Adamé, le village d'Adamé, dans le même arrondissement, les cultures sont déjà pratiquement envahies. On est allé dans un village appelé Loun, dans l'arrondissement de Didépoé. En réalité, il y a 2 ans, le niveau de l'eau, si vous allez dans ce village, c'est que vous ne pouvez pas passer. Mais nous avons constaté que ce n'est pas encore complètement rentré dans le village, c'est à côté des cases. Ça veut dire que jusque-là, dans des dépôts, comme cet arrondissement, je le disais, il n'y a pas encore, l'eau n'est pas encore dans les maisons. Mais si je prends l'arrondissement d'Adorou, le CA m'a informé de ce qu'il y a 2 villages là-bas, Guidakoué et Adamé, qui sont des villages à haut risque d'inondation. La veille est permanente selon les autorités. Elles invitent les populations au voisinage du fleuve à redoubler de vigilance au regard du niveau d'eau. Ceci pour éviter le pire. Vous l'avez corrigé sans doute de vous-même, toutes nos excuses. Partie remise sur le sujet concernant les cosmétiques avec des ingrédients locaux et leurs conséquences tragiques. Vous venez de suivre plutôt le sujet sur la montée considérable des eaux du fleuve Mono, due à la pluie diluvienne qui sévit dans le Bénin, mais également au lâcher d'eau du barrage Nambito et qui a suscité une descente du préfet du Mono à Tiémé, commune sensible. Elles sont source d'équilibre écologique, mais aussi de ressources naturelles. Il s'agit des côtes et ressources marines. Objet de bien d'attention, leur protection vient d'être renforcée par 4 nouveaux instruments juridiques, 4 nouveaux protocoles additionnels à la Convention d'Abidjan. Qu'apporte-t-il de nouveau? Élément de réponse dans ce reportage signé William Tchoki.
Des dauphins offrant un spectacle comme ils savent bien le faire, ces mammifères marins. Nous sommes dans les eaux marines béninoises où viennent mettre bas ces cétacés. Des ressources marines à protéger à tout prix, non seulement à cause de ces danses, mais surtout pour leur rôle dans la longue chaîne de la biodiversité. Et déjà la Convention d'Abidjan, signée en 1981, une convention de coopération en matière de protection, de gestion de développement de l'environnement marin et côtier, en donne les directives. Mieux, 4 nouveaux protocoles additionnels recommandent d'autres actions. Les côtes béninoises regorgent de beaucoup de ressources qui fournissent des services écosystémiques très variés. Je voudrais citer les services d'approvisionnement, de soutien, de régulation et de loisirs. Sans leur préservation, surtout de nos ressources naturelles, il n'y a point de développement économique durable. Toutes nos économies sont basées sur l'exploitation des ressources naturelles. Pour intégrer les protocoles dans la législation nationale, il faut l'imprégnation des élus de la nation. Quels sont exactement les différents enjeux auxquels notre pays pourrait être exposé et les avantages que l'on pourrait en tirer? La ratification de ces protocoles permettra à notre pays de booster ce potentiel et de préserver ses ressources marines, surtout celles menacées. Ils pourront mieux défendre les nouvelles dispositions, des dispositions qui prennent en compte les activités pétrolières et gazières offshore, la gestion intégrée de la zone côtière à travers la création des aires marines, puis la gestion durable des mangroves. Le répertoire des prix de référence vient d'être ouvert. L'outil d'encadrement financier facilite l'élaboration des prévisions budgétaires, mais est aussi très scruté par les opérateurs économiques prestataires des marchés publics. Le ministère de l'Économie et des Finances en a lancé la 15e édition. Quelles sont les grandes annonces? Réponse dans ce sujet signé Eunice Ballet, Stanislas Linkman, Évariste Zoman. Bonne nouvelle pour les acteurs du système financier au Bénin. La 15e édition du répertoire des prix de référence est désormais disponible. Le document figure sur les sites du gouvernement et de la Direction nationale du contrôle financier. Ce document est paru diligemment afin de faciliter l'élaboration des prévisions budgétaires. Son importance dans l'exécution du budget de l'État n'est plus à démontrer et il est le socle du nouvel applicatif appelé SICOREF. Je vais nommer le système de costing par le référentiel. Ce système qui désormais nous servira donc dans les prévisions budgétaires axées sur directement les prix du répertoire. Alors ce dernier, dans l'architecture des réformes des finances publiques, est une réponse à l'amélioration de la qualité des dépenses publiques pour la sincérité des prévisions budgétaires. L'assainissement des finances publiques et la bonne gouvernance occupent une place de choix dans la politique gouvernementale. Et c'est à ce titre que pour le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, la gestion saine des finances publiques est une préoccupation de taille. Il n'est donc plus à démontrer l'importance du répertoire des prix de référence dans les finances publiques béninoises. Ce répertoire des prix de référence est exigé de tous. Retour dans ce journal sur cet événement francophone qui a fait de Cotonou le carrefour du numérique, le temps des réunions du réseau francophone des ministres du numérique. Initié par le Bénin, la deuxième grande rencontre de ce réseau a accouché de l'agenda préparatoire du prochain sommet des chefs d'État de la francophonie à Tunis. Fondement du réseau et recommandations de Cotonou avec Rebecca Akindiaoundé, Jean Nombimin et Daniel Ada. Réseau francophone des ministres en charge de l'économie numérique, une idée de Patrice Talon. Nous étions le 10 octobre 2018 en Arménie à Erevan. Le réseau a pris corps lors du 17e sommet de la francophonie. Le Bénin a été désigné pour en assurer la présidence et abriter le secrétariat permanent. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou prend alors les commandes de ce réseau international. Quelques mois après sa naissance, une première réunion est organisée au Bénin
Elle a permis de faire la structuration et la charte du réseau, ainsi que son plan d'action et ses projets. Cette année 2021, le Earthman renoue avec les charmes de Cotonou pour sa deuxième réunion. Pendant 2 jours, Cotonou a vibré au rythme du numérique. 48 heures d'échanges fructueux ponctués de prises de décision en lien avec le réseau et la francophonie. Il s'agissait surtout pour les ministres en charge de l'économie numérique de l'espace francophone de se pencher sur les enjeux de la coopération entre États francophones dans le domaine du numérique, mais surtout de proposer un agenda de développement qui sera soumis à la discrétion des chefs d'État et de gouvernement lors du prochain sommet de la francophonie. Sommet des chefs d'État sur une thématique qui est relative au numérique, la connectivité du point de vue technologique, mais aussi du point de vue humain. Et il était en fait normal que le réseau francophone se propose d'examiner de quelle façon contribuer à la préparation de ce sommet. Donc nous avons examiné également les sujets sur lesquels nous estimons que l'OIF pourrait entretenir nos chefs d'État dans le cadre de la préparation du prochain sommet des chefs d'État. La réunion de Cotonou a également permis de définir un format de fonctionnement innovant et agile pour le Earthman et d'actualiser la stratégie de la francophonie numérique. L'Organisation internationale de la francophonie a décidé en 2012 d'avoir une stratégie de la francophonie numérique qui est arrivée à expiration en 2020 et donc il fallait actualiser cette stratégie. Et l'Organisation internationale de la francophonie a sollicité les membres du réseau francophone des ministres du numérique. Donc l'OIF nous a présenté le projet de stratégie que nous avons donc examiné et nous avons fait nos recommandations. Le Earthman est avant tout un creuset d'échanges et de partage d'expériences. En la matière, l'élan numérique pris par le Bénin lui a valu admiration et un intérêt dans les rangs des ministres étrangers et experts francophones. Il faut reconnaître que le Bénin, les 5 dernières années, a vraiment connu une croissance très forte en économie numérique, surtout dans les indices aussi. Je tiens à le féliciter et je tiens à le dire. Et nous voyons cela dans l'adoption du numérique par la population, par les jeunes. Les réformes qui sont passées incluent le code des télécoms et que nous sommes très très fiers au niveau de Smart Africa et nous continuons à travailler avec le Bénin. J'ai vu qu'au Bénin, on a mis en place le e-visa, une grande avancée. Nous, au Congo, on est en train de travailler justement pour mettre en place justement ces procédés qui permettront au fini de faciliter la vie de nos concitoyens. Donc, je pense que l'expérience du Bénin, c'est une très belle expérience. Connectivité dans la diversité, telle sera la trame du plan stratégique esquissé par Cotonou pour préparer Tunis. À Djerba se tiendra en novembre prochain le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays francophones. Les recommandations issues de cette réunion du Earthman vont servir de base pour des décisions fortes qui vont impacter chaque pays francophone et même au-delà. On évoque ces turbulences politiques de la sous-région. Il s'agit du putsch survenu en Guinée qui fait la une de l'actualité depuis hier et alimente tous les débats. On a interrogé le regard d'un spécialiste sur le contexte sociopolitique qui a favorisé ce coup d'État. Il nous dit également ce à quoi on peut s'attendre dans les jours à venir et nous offre un décryptage de cette destitution du président Alpha Condé. Dr Alexandre Tossey Bako est un sociologue politiste, spécialiste des questions internationales, interrogé par Lenaïk Agbazaou et Junis Setandji. Alpha Condé, tout le monde sait que c'est un grand combattant. Il a lutté pour la Guinée, pour la démocratie en Guinée. Il a été contraint à l'exil. Il est revenu faire la prison et après il a pris le pouvoir. Mais un peu le pouvoir lui a tourné la tête. Il a eu une gestion économique et sociale très très critiquable en Guinée. Les Guinéens sont devenus très pauvres alors que la Guinée, vous savez très bien, c'est un grand pays avec beaucoup de ressources. La Guinée a au moins 85% d'exportation en ressources minières et même les exportations ont cru ces dernières années. Mais malgré ça, les recettes de l'État ont diminué de 10%.
Donc c'était un chaos. Le Guinéen moyen était à moins $1 par jour. Et donc, c'est dans ce contexte que Alpha a décidé de faire un troisième mandat. Et c'est le mandat qui a tout débordé aujourd'hui. Ce n'est pas une première, vous devez comprendre, parce qu'on a vu la même chose aussi au Mali, au Tchad, mais un peu plus varié. Mais on assiste aujourd'hui au retour des hommes en tenue dans la scène politique. Et donc c'est pour venir siffler la fin. Et tout ça, c'est parce que les gens ne respectent pas les règles qu'ils se sont données. Pour le moment, ils n'ont pas encore donné un calendrier. Mais en général, ils font dans le classique, c'est qu'ils vont donner une période de transition. Après, on verra si effectivement ils vont organiser de vraies élections pour passer le pouvoir aux civils. On attend pour le cas du Mali. Au Tchad, c'est tout un autre contexte, c'est une succession dynastique qui est clairement en cours là-bas. Et donc, attendons de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais les premiers mots des militaires actuellement, ça rassure. Mais il faut dire que c'est le classique, quoi. Il faut attendre les élections. Mais je pense que même si il passe le témoin à un civil, ce sera difficile pour le prochain président en Guinée parce que la situation économique de la Guinée est très profonde. Et aujourd'hui, l'opposition même est divisée. Et on ne sait plus vraiment sur quelle carte les partis jouent. Et donc, il faut d'abord mettre en place une transition. Et puis après, organiser les élections. Quand on va passer ce cap, on verra plus clair dans la scène politique guinéenne. Mais actuellement, c'est très très difficile de se prononcer avec pertinence. Oui, c'est un peu flou la situation en Guinée. Et l'image de cet ancien opposant historique de 83 ans intellectuel qui a incarné en Guinée le combat démocratique est aujourd'hui écorné depuis qu'il a fait modifier la constitution pour briguer un troisième mandat. Controversé, le sentiment de rejet de la malédiction des troisièmes mandats et le contexte sociopolitique guinéen ne rendent-ils pas ce coup d'État prévisible? Marcel Arrossi a posé la question à Héribert Label-Adjovi, spécialiste des questions internationales, directeur de publication du magazine Le Label Diplomatique. Il nous offre ici aussi quelques clés de lecture. La révision constitutionnelle de 2020, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et donc, dans ces conditions aujourd'hui, je pense que même si on peut dire qu'il faut toujours se méfier d'un coup d'État militaire, on s'attendait à ce que quelque chose se fasse de cette manière-là. Donc, on n'est pas surpris. On était dans un pays divisé, déchiré, économiquement faible, avec une population vraiment en peine. Et donc, il fallait arrêter la saignée. On ne doit pas soutenir un coup d'État militaire, mais je pense qu'il y a des changements, même si c'est douloureux, il faut les accepter. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya, d'ailleurs, que les Guinéens ne connaissent que depuis le 2 octobre 2018, lors du défilé du 2 octobre 2018, qui était ancien légionnaire français, ça peut vouloir dire beaucoup de choses également, doit très très rapidement, comme il a promis, former un gouvernement d'union nationale, c'est la première chose. En deuxième position, il faut qu'il redonne des couleurs à l'économie guinéenne. En troisième position, il faudrait qu'il y ait véritablement la restauration de la démocratie. Et la restauration de la démocratie, ça passe par des élections régulières dans 6 mois ou dans 1 an tout au plus. Et là, il serait un peu à l'image de son ancien camarade d'armes, le général Sekouba Konaté, qui a renversé le capitaine Moussa Dadis Camara en 2009. Les prochains jours nous éclaireront davantage. Et puis, sport, cette affiche de foot. Le Bénin contre la République démocratique du Congo. Un but partout entre les deux équipes de foot pour la rencontre comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les écureuils ont consolidé la première place du groupe J grâce à ce match nul. Retour sur les temps forts de cette confrontation qui s'est jouée au stade Général Mathieu Kérékou avec Blaise Adanko.
Ouf, quelque peu rassurant pour la suite, mais c'est nous qui le disons. Suivons à présent quelques réactions du public sportif à l'issue de ce match au micro de Robert Copin-Edor et Igor Ayosso. On peut se contenter de petits nuls. Comme je les sors, c'est plus souvent sur les coups de chance qu'on s'en sort. On a eu la chance, on allait prendre les 3 points là-bas à la maison. Il faut concéder pour pouvoir continuer dans la course. Donc pour la suite, on va croiser les doigts, on va arriver. C'est pas mal dans l'ensemble. On a une très bonne moyenne, à mon avis, parce qu'il faut reconnaître que le RDC Congo n'est pas une petite équipe à jouer. Mais juste qu'on les a un peu trop respectés en première mi-temps. Mais après, nos joueurs se sont rattrapés et ils étaient prenables. Mais tout compte fait, 1 point beaucoup mieux que 0. Même si ce n'est pas l'équipe RDC d'il y a quelques années, ça reste un très gros du continent et on a montré qu'on n'avait pas à rougir de la comparaison. Et ça c'est bien, on a mis de belles choses en deuxième mi-temps qui ont montré que notre première place du groupe était méritée. Donc aller en Tanzanie, mais attention parce que la Tanzanie est un morceau. Ils sont allés faire match nul en RDC et ils travaillent bien depuis quelques années, donc il faudra faire très attention, mais on ne doit pas avoir peur. Aujourd'hui, on doit assumer notre statut aujourd'hui, non pas de favori du groupe, mais de prétendant à la qualification. Le match s'est bien passé, c'est vrai, on a voulu avoir un score un peu plus élevé, de 2-1, mais comme l'on dit toujours, l'homme propose, Dieu dispose. Un score de 1-1. Le Bénin reste toujours gagnant dans le groupe, mais ça va pour nous aussi. Nous avons apprécié le match nul, parce qu'à défaut du mieux, il faut se contenter de ce qu'on a. Nous étions préparés pour avoir la victoire, mais le Bénin, on était face à une équipe aussi dynamique, une équipe très constructive, et de sorte nous n'avons pas eu la victoire espérée. Néanmoins, nous avons eu le match nul, nous en sommes fiers quand même, et nous félicitons également le Bénin pour le progrès qu'il fait dans le football. Voilà pour ce match. Et puis les Jeux paralympiques 2020 sont finis. Tokyo a passé la main hier à Paris lors de la cérémonie de clôture qui a couronné la fin de ces Jeux dans la capitale japonaise. Retour sur les temps forts de cette cérémonie et surtout sur la prestation des athlètes béninois avec Robert Copin-Edor. 4 semaines après la clôture des Jeux olympiques, la cérémonie de ce dimanche tourne la page de l'histoire contrariée des Jeux de Tokyo, reportée d'1 an et menacée jusqu'au bout par la pandémie de Covid-19. À l'issue de cet ultime jour de compétition, 539 médailles d'or ont été attribuées en 12 journées. Comme à chaque édition depuis 2004, la Chine domine le tableau des médailles avec 96 breloques. Les athlètes béninois rentrent au bercail sans médaille, mais avec une expérience engrangée à travers l'amélioration de leur performance. Moi, je suis très satisfait de la participation du Bénin. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos athlètes ont amélioré leur performance. Celle qui a fait le lancer de poids, Marina Honda-Lohan, a amélioré sa performance de près d'1 mètre. Et Faisal a également amélioré sa performance, c'est ce qui est important de retenir. Et ça veut dire que l'investissement que nous avons mis dans leur préparation a payé. Et vivement qu'ils rentrent et que le travail commence pour préparer vraiment Paris 2024. Quand je prends le 100 mètres, notre athlète Faisal, parmi 14, donc on était 15 pays à faire cette compétition. Faisal s'en est sorti avec la 12e place. Si jamais on avait eu la chance de faire qualifier Faisal pour ces Jeux-là, on serait au moins sur le podium. Sur la performance de la dame, tout à l'heure le président en parlait, de 5,18 m, passer à 6,06 m, je crois que c'est quand même Maus. On doit encourager cela. Plus que des chiffres, des images et des émotions fortes ont marqué cette 16e édition des Jeux paralympiques. Sous les dernières lueurs de la flamme paralympique avant son extinction, les drapeaux des 163 délégations ont défilé dans le stade olympique de Tokyo. Tokyo en finit avec ses Jeux olympiques et paralympiques. Paris prend le relais. Le rendez-vous est donc pris dans 3 ans pour la 17e édition. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits.
Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est la fin de ce journal, mais prière restée pour cet important message du ministre de la Santé qui porte à la connaissance des parents, des personnes décédées dans les centres de prise en charge et qui ont été déjà saisis, à bien vouloir se rapprocher des services compétents pour remplir les formalités préalables à l'inhumation digne et sécurisée des concernés. Il rappelle que selon les directives sanitaires, la dépouille d'une personne décédée de Covid-19 ne devrait séjourner plus de 24 heures dans un centre de prise en charge. C'est pourquoi le ministre de la Santé exhorte les familles à faire les diligences requises à cet effet. Condoléances aux familles éplorées. Bonsoir, c'est la fin de ce journal. Merci de prendre soin de vous. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa livraison. Bonsoir chez vous.